Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans les titres, le contrat de gestion touristique d'Avlekété et le contrat de promotion et de commercialisation des séjours a été signé hier entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le Club Med. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Et puis, un séminaire atelier réunit depuis lundi les cadres de 15 ministères autour de l'élaboration de la cartographie des risques dans les 10 ministères. À l'international, l'Élysée et Washington s'expliquent pour restaurer la confiance entre la France et les États-Unis après la crise des sous-marins. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a signé hier 2 contrats avec le Club Med dans le cadre du projet de construction de la station balnéaire d'Avlekété. Il s'agit du contrat de gestion d'Avlekété, du contrat de promotion et de commercialisation des séjours. Carnot François Rumbaderanto pour le compte rendu. Le projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété dans la commune de Ouidah prend son envol. Le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, a procédé ce mardi 5 octobre à la signature avec le Club Med d'un contrat de gestion du futur Club Med d'Avlekété et celui de la promotion et la commercialisation. Après la signature des documents, le président du Club Med a présenté le potentiel touristique du Bénin que le Club Med entend faire découvrir à sa clientèle. Le Bénin possède de formidables atouts. Sa situation géographique, sa stabilité, son développement économique, une vie artistique riche, un grand dynamisme culturel qui repose notamment sur son patrimoine exceptionnel, berceau de la culture, des arts et de la civilisation vaudou. Mais aussi la diversité de ses paysages à travers un littoral exceptionnel que j'ai eu le bonheur de visiter, mais aussi ses parcs naturels dans tout le pays. Et puis bien sûr, ses habitants, qui entre autres nombreuses qualités, nous ont déjà montré combien ils sont capables et désireux d'accueillir chaleureusement leurs visiteurs. Pour le ministre de la Culture, la mise en œuvre de ce projet permettra de faire du Bénin une meilleure destination touristique. En misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Il me plaît de préciser ici, avec l'accord des collègues et principalement du collègue en charge du développement durable, que ce projet témoigne aussi de notre sensibilité pour le tourisme durable, car il prend en compte notamment les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, aux économies d'énergie, à la protection de la biodiversité, à la gestion du bruit, à la gestion de l'eau et j'en passe. Conçu dans le but de développer l'offre culturelle, naturelle et touristique, ce projet vise à créer un Club Med sur un site d'environ 25 hectares situé en bord de mer à Avlekété, à Ouidah, entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agouin. Le président Talon Patrice a reçu en audience ce lundi Claudio Descalzi, directeur général du groupe italien d'hydrocarbures Eni. Les échanges ont porté sur les possibilités de collaboration dans le secteur de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Le chef de l'État et son hôte ont parlé des projets ayant trait au développement de l'agro-industriel, notamment la production des plantes oléagineuses pour le bioraffinage et la valorisation des déchets agricoles. Et le faire sur des bases très claires. Donc, nous avons réuni les équipes de spécialistes nécessaires. L'administration béninoise a fait un travail tout à fait remarquable pour organiser l'ensemble du processus
qui permettra le démarrage des travaux. Il reste une phase d'études purement technique à conduire, mais notre objectif, c'est une ouverture, en tout cas début 2025, et un objectif de fin 2024. Ça donnera donc un resort de 330 chambres, qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle du site, avec pas des grands immeubles, mais des immeubles qui s'inspireront par ailleurs de l'architecture et de la culture vaudou et de cette partie du Bénin. Ce seront plus de 450 emplois directs et autant d'emplois indirects pour cette région et celles et ceux qui voudront y travailler. Ce sera aussi l'opportunité pour les jeunes Béninois qui ont du talent et qui ont envie de connaître une carrière internationale, pourront aller ensuite dans le monde entier et puis ensuite revenir pour développer l'industrie touristique du pays. Un séminaire atelier réunit depuis lundi les cadres de 15 ministères autour de l'élaboration de la cartographie des risques dans les 10 ministères. C'est un atelier qui entre dans le cadre de l'application des nouvelles réformes dans l'administration. On fait le point avec Espoir Mabou. Les réformes de l'administration publique continuent leur cours depuis l'arrivée du gouvernement de la rupture, surtout en matière de mise en place d'organes de contrôle et d'audit interne dans les ministères. Au rang de ces réformes, nous pouvons citer l'installation du comité ministériel d'audit interne et le comité ministériel de maîtrise des risques. Et toujours pour faciliter la conduite des nouvelles politiques de gestion, depuis 2020, il a été élaboré un référentiel appelé cartographie des risques. Ceci au profit des comités ministériels de maîtrise de risques. Fassino Zinson est inspecteur général des finances. Il nous précise l'importance de cet outil. En ce qui concerne le comité ministériel de maîtrise des risques, le principal outil pour lui permettre de maîtriser les risques, c'était la cartographie des risques, c'est-à-dire un répertoire, un référentiel pour pouvoir faire le point de tous les risques qui peuvent empêcher l'atteinte des performances au niveau du ministère et de faire prendre les dispositions, prévoir les dispositions pour pouvoir maîtriser ces risques-là. Conscient de l'importance de cet outil, le gouvernement béninois a décidé de financer cet outil pour les 15 ministères restants. C'est ce qui réunit les cadres des ministères concernés à cet atelier. L'objectif à terme, c'est que toute l'administration soit cartographique, qu'au niveau de chaque responsable qui a une mission accomplie dans la République, qui puisse savoir la mission qu'on m'a confiée, quels sont les éléments qui peuvent perturber l'atteinte des objectifs par rapport à cette mission-là. Quelles sont les mesures que je dois prendre pour que la mission puisse être accomplie comme il se doit. Donc, il faudrait qu'on ait cet outil-là. Donc, c'est dans le cadre de l'élaboration de cet outil que nous avons commencé ce séminaire ce matin. 2 phases essentielles marqueront le déroulement de cette activité, à en croire Oru Taku, directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. La première, qui s'étend de ce jour, lundi 4 octobre 2021, au samedi 20 novembre 2021, vise l'appropriation par les différents responsables des ministères que vous êtes de la méthodologie d'élaboration de la cartographie des risques, activités placées sous la responsabilité des secrétaires généraux de nos ministères. Quant à la deuxième phase à venir, elle sera consacrée à la conduite d'une mission d'audit interne à forte valeur ajoutée, basée sur les risques selon le cadre de référence de l'audit interne de l'État du Bénin, au profit des organes de contrôle de l'ordre administratif. La prise en charge de cette activité est endossée par les ressources du budget national. Le gouvernement a décidé le 29 septembre dernier de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi portant renforcement de la répression des infractions liées au genre. Un instrument juridique qui vient corriger, entre autres infractions, le harcèlement en milieu scolaire. Comment élèves et enseignants apprécient-ils cette nouvelle disposition juridique? Réponse dans ce reportage de Samson Oké.
Le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin vise à renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre les violences basées sur le genre. Des nouvelles dispositions juridiques qui viennent comme un instrument de lutte contre la persistance, voire la prolifération de situations de harcèlement physique et moral en milieu scolaire. Des élèves apprécient. Je pense que l'État a bien résolu ce problème, car il aura, avant il y avait des problèmes entre les élèves filles et des professeurs très jeunes. Cette loi va permettre aux élèves de bien apprendre et de ne pas mettre l'idée sur quoi et si je ne travaille pas, le professeur pourra m'aider si je me livre. Il faut dire aux parents de conseiller leurs enfants, surtout les filles, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la faute des enseignants, mais surtout la faute des filles. Ils s'habillent d'une manière extravagante pour provoquer des professeurs. Des avis qui semblent être partagés par des enseignants. La loi est la bienvenue, d'autant plus que nous sommes normalement des éducateurs et que 7 enseignants-élèves, c'est des humains. Mais je crois qu'il devait y avoir une barrière où l'enseignant devait connaître sa place et l'élève également sa place. C'est une loi qui, à mon avis, est la bienvenue. Elle va amener les uns les autres à se ranger. Il faut que les enseignants hommes sachent que les filles à leur confier sont comme des enfants et des sœurs et qu'ils doivent plutôt les protéger au lieu de les harceler. Si toutes les femmes pouvaient réfléchir de la même manière que moi, on aurait fini avec cette histoire d'harcèlement, c'est sûr. En attendant la mise en œuvre de cette loi, des responsables d'établissements scolaires promettent de sévir en cas de flagrant délit. Nous n'avons pas attendu cette loi-là pour prendre des mesures. Surtout moi, en tant que femme, ça peut m'échapper. Des cas peuvent m'échapper. Mais je suis ferme là-dessus et pour mes collaborateurs me connaissent sur ce point-là. Et je conseille beaucoup mes jeunes sœurs. Si jamais j'attrapais un enseignant en flagrant délit, s'il y a des preuves de harcèlement quelconque sur une adolescente dans mon établissement, je vais livrer ce dernier aux forces de l'ordre. Ce nouveau projet de loi a déjà été transmis le 29 septembre dernier par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Il sera un instrument juridique de travail pour l'Institut national de la femme. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier la journée mondiale de l'enseignant. Dans ce cadre, la rédaction d'Eden TV s'est intéressée au métier et ses difficultés. C'est un magazine signé Juste Defodji. Le métier d'enseignant est un sacerdoce, du moins on pourrait tous se l'accorder. Qu'ils soient dénommés maîtres, instituteurs, professeurs ou enseignants, ils sont tous appelés à apporter le savoir à leurs apprenants. Enseigner, c'est apporter quelque chose à l'autre. C'est apporter du nouveau à l'autre. L'enseignant, c'est celui-là qui montre le chemin aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes. L'enseignement reste l'un des métiers dont la responsabilité est aussi grande que conduire le destin d'un pays. Les enseignants sont amenés à veiller pour préparer la classe, à veiller pour corriger les devoirs, à faire plusieurs préparations, à se donner corps et âme pour atteindre leurs objectifs. Personne n'échappe aux enseignants, personne. S'il doit être instruit, ce n'est que le monsieur, madame l'enseignante, à tous les niveaux. Vivez la maternelle, les premiers jours de la rentrée. Vous allez savoir que être enseignant, c'est vivre pour l'autre. Et parce que l'échec de l'apprenant pèse sur l'enseignant. Une conscience professionnelle qui se détériore au fil des années, selon Bertrande Chantal Quenom, l'enseignante à la retraite et aujourd'hui directrice du complexe scolaire Le Faucon. L'ancienne Vénéron là,
L'ancienne, c'est l'offrande. Ils se sont offerts, ces enseignants-là. Maintenant qu'ils m'en excusent, c'est pour la pitance. Un manque de vocation dénoncé par les aînés dans le métier qui n'est pas forcément perçu de la même façon chez la génération montante. Les anciens incarnaient une discipline et un respect. Aujourd'hui, le nouveau qui vient dans l'enseignement est celui-là qui est là pour la passion d'abord. Et si vous êtes aspirant et vous demeurez aspirant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'abord une passion. L'enseignant d'aujourd'hui est celui qui recherche beaucoup plus. Donc ce n'est pas d'abord un palliatif, mais une vocation innée en lui qu'il est en train d'exercer. Qu'on soit d'une génération plus ancienne ou non, les difficultés liées au métier d'enseignant demeurent. C'est l'individu, le fonctionnaire qui est le plus exposé. Un enseignant qui vient en retard au cours est déjà dénoncé par ses apprenants. Le tohu-bohu de la classe l'expose déjà. C'est le métier qui offre l'individu, le fonctionnaire, à la souffrance, à la croix. Tu n'es pas là, l'attitude des élèves te dénonce. Tu fais le cours, tu continues à être enseignant dans ton foyer. Malgré toutes ces difficultés, la meilleure récompense de l'enseignant reste la fierté qu'il a d'avoir contribué à l'épanouissement d'une âme innocente. On dit, celui qui est roi de sa société, c'est celui qui connaît beaucoup plus. L'enseignant connaît. Donc le gain qu'il reçoit là, il y a la connaissance. De la fierté, une certaine satisfaction de voir ces apprenants réussir, de voir ces apprenants dans les instances dirigeantes, une satisfaction de savoir que vous avez contribué à la formation de tel ou de tel autre enfant. Le conseil de la doyenne aux jeunes est la prise de conscience de la responsabilité qui leur incombe. Prendre le travail au sérieux, c'est ça qui nous fait vivre. Sauf s'ils changent de carrière, sinon c'est ça, leur éternité est dans ça. Donc il vaut mieux qu'ils vouent un amour à la chose, qu'ils soient motivés à la chose. Ils l'ont choisi, ils ne peuvent plus s'en défaire, il faut le faire au mieux. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les enseignants, ils restent et demeurent les piliers de l'éducation de la nation. Nous sommes donc appelés à leur vouer un profond respect. Et une fois de plus, l'État est appelé à améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'enseignant doit pouvoir vivre de son travail. Voilà qui est bien dit. Actualité en dehors du Bénin, en Côte d'Ivoire, le gouvernement entend lutter contre la corruption. Les opérations coup de poing se multiplient avec tout particulièrement dans le viseur le racket de la population. Affecte tous les pans de la vie quotidienne. C'est le constat amer de ces habitants de Yopougon, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan. C'est pas tout, au fait. C'est pas tout. Il suffit d'un peu de sous et puis bon, tout passe. Il y a les médicaments qui sont prescrits sur ordonnance. Et il faudrait forcément d'abord avoir la maladie avant d'obtenir cette ordonnance. Mais avec un peu d'argent, bon, on peut te donner l'ordonnance. Un docteur peut signer un truc comme ça à te donner pour que tu aies accès à la pharmacie. Pour avoir les concours maintenant, on demande certaines choses. Bon, il y a trop de corruption, il faut que l'État revoie ça. Pour que nous qui sommes jeunes, nous puissions avoir un boulot, nous puissions être épanouis en fait. Les policiers, bon, je ne peux pas dire qu'ils ne font pas le travail en tant que tel, hein. Ils ne font pas le travail. Ils prennent de l'argent. Normalement, quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez donner un papier, mais on a l'impression que maintenant, il faut que tu donnes de l'argent. Même si tu as raison ou tu n'as pas raison, tu dois donner de l'argent. La Côte d'Ivoire est classée 104e sur 180 en matière de corruption par l'ONG Transparency International. Le gouvernement dit vouloir combattre ce fléau généralisé et de plus en plus dénoncé par les citoyens. Un ministère a même été créé pour lutter contre le racket et restaurer la confiance entre la population et l'État. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption où les usagers, les populations, les personnes intéressées, tous ceux qui sont témoins, victimes et qui ont intérêt à ce que la corruption s'arrête,
donc une plateforme où toutes ces personnes peuvent aller et signaler les cas de corruption et par derrière, l'équipe du ministère va faire de la vérification. Des actions fortes ont été menées dans plusieurs secteurs problématiques, et plus particulièrement au sein de la police et la gendarmerie. Mais pour cette organisation de la société civile, la guerre contre la corruption est loin d'être gagnée. C'est tout un système qui est gangréné. Il y a au moins 7 Ivoiriens sur 10 qui estiment que le gouvernement n'aborde pas bien la question de la corruption. Et la plupart d'entre eux fustigeaient le manque de sanctions, que ce soit au niveau judiciaire, du système judiciaire, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du Parlement, de la police, de la gendarmerie et des régies financières. Les enquêtes montrent bien que la corruption n'épargne aucun secteur. Dans une enquête publiée en 2017 par l'Institut Afrobaromètre, 1 Ivoirien sur 2 déclare payer des pots de vin aux forces de l'ordre et 1 sur 3 reconnaît avoir déjà payé des agents administratifs pour obtenir des documents. Rencontre hier entre le président français Emmanuel Macron et Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Un tête-à-tête pour restaurer la confiance entre la France et les États-Unis après la crise des sous-marins. On aurait dû faire mieux au niveau de la communication. C'est ce que le président Biden et le président Macron se sont dit quand ils se sont parlé il y a quelques semaines. Mais surtout, on a parfois tendance à prendre pour acquis une relation. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.